Mais le mécontentement ouvrier est réel. Et c'est dans ce contexte que quelques camarades, des communistes révolutionnaires, ont tenu à ce que les travailleurs puissent exprimer leur colère sans qu'elle soit détournée par les politiciens et les partis de la bourgeoisie, du moins à l'échelle modeste d'un seul État, celui du Michigan. Il s'était déjà présenté à des élections il y a 2 ans, affirmant que les travailleurs avaient besoin de leur propre parti et qu'il leur faudrait se préparer à lutter pour ne pas payer la crise de l'économie dirigée par les capitalistes. Ils avaient pu s'y faire entendre. Leur campagne avait touché des travailleurs et cette année, après avoir réuni 50 000 signatures d'électeurs pour pouvoir être reconnus comme un parti pouvant présenter des candidats aux élections dans le Michigan, c'est en tant que candidat d'un Working Class Party, un parti de la classe ouvrière, qu'ils se sont présentés. Ils ont obtenu 224 000 voix, à l'échelle de cet État de près de 10 millions d'habitants, soit 2,6%. C'est peu, mais c'est presque 14 fois plus qu'il ne leur en fallait pour avoir à nouveau le droit de présenter des candidats aux prochaines élections. Et ce qui est remarquable, c'est que ce Working Class Party a eu des voix dans les localités où les électeurs n'ont découvert son existence que sur les bulletins de vote. C'est l'idée même d'un parti de la classe ouvrière qui a emporté leur vote. C'est dire si le besoin d'un tel parti est ressenti par bien des travailleurs, conscients qu'il leur faut défendre leur classe. Ce parti, bien sûr, il reste à construire. Mais si tout est à faire, ces camarades ont montré que cela correspond à l'aspiration au moins d'une partie des travailleurs. La classe ouvrière qui a mené de grandes luttes dans le passé en livrera à nouveau d'autres contre la décadence que la bourgeoisie veut lui faire subir, et elle aura besoin d'un parti à elle, d'un parti communiste révolutionnaire pour aller jusqu'au bout de ses combats. Ce n'est pas la combativité qui a manqué à la classe ouvrière américaine au cours de son histoire. Dès que la bourgeoisie américaine a concentré au XIXe siècle un prolétariat toujours plus important pour l'exploiter, des luttes massives et très déterminées ont éclaté. En 1877, des dizaines de milliers de cheminots menèrent une grève générale à travers le pays. En mai 1886, 340 000 grévistes de tous les secteurs économiques, dont certains furent durement réprimés à Chicago, popularisèrent la revendication de la journée de 8 heures au point que l'Internationale ouvrière fit du 1er mai un jour de lutte du prolétariat dans tous les pays. Au tournant du XXe siècle, de nombreuses grèves très dures furent menées, malgré l'opposition violente des milices patronales et de l'armée. On peut citer celle des cheminots de la compagnie Pullman en 1894, celle des 25 000 ouvriers du textile de Lawrence en 1912, celle des 20 000 ouvriers du caoutchouc d'Akron en 1913, ou celle des 16 000 mineurs de fer du Minnesota en 1916, parmi beaucoup d'autres. Au sortir de la Première Guerre mondiale, en 1919, une puissante vague de contestation balaya les États-Unis. La grève de 350 000 sidérurgistes étant le point d'orgue d'une vague gréviste touchant jusqu'aux policiers de Boston. Dans les années 1930, confrontés aux conséquences de la crise économique dévastatrice, les travailleurs se sont engouffrés par millions dans des vagues de grèves successives, souvent avec occupation d'usines. En 1937, General Motors, ce symbole du capitalisme américain, a mis un genou à terre sous la pression des dizaines de milliers d'ouvriers occupant ces usines de Flint pendant 1 mois et demi. En 1941, c'était au tour du patron de choc Ford de perdre le contrôle de son complexe industriel géant de River Rouge, à côté de Détroit, l'obligeant à reconnaître le syndicat que les ouvriers avaient choisi. Même la Seconde Guerre mondiale n'a pas entièrement freiné ce long combat de classe, 1 demi-million de mineurs faisant grève en 1943. Plus tard, dans les années 1960, confrontés à un racisme insupportable, les Noirs se sont dressés et ont combattu avec beaucoup de détermination pour leur liberté. Ce combat n'avait pas un caractère de classe affirmé, mais ceux qui en ont constitué le fer de lance étaient la partie la plus opprimée de la population noire, une partie de la classe ouvrière, qui en est arrivée au point de prendre les armes dans le but de contrôler les quartiers noirs. Au cours de chacune des phases de cette lutte de classe,
Les militants ouvriers que ces combats ont fait surgir et des intellectuels se sont posé le problème d'intervenir politiquement sur le terrain des idées socialistes, révolutionnaires, des idées communistes. Des tentatives ont été faites pour construire un parti ouvrier sur ces bases. On peut citer le révolutionnaire Eugène Debs, militant ouvrier et candidat socialiste à 5 élections présidentielles de 1900 à 1920, la dernière fois depuis sa cellule de prison. Quand on lui demandait pourquoi il se présentait aux élections, puisqu'il n'avait aucune chance de devenir président, il répondait qu'il préférait voter pour ce qu'il voulait et ne pas l'avoir, plutôt que voter pour ce qu'il ne voulait pas et l'avoir. Plus tard, sous l'influence de la révolution russe de 1917, un parti communiste s'est créé aux États-Unis, avec des figures comme John Reed. Au cours de la vague gréviste des années 1930, en opposition à l'évolution stalinienne du Parti communiste, les trotskistes du SWP tentèrent à leur tour de construire un parti ouvrier révolutionnaire. Aucune de ces tentatives n'est allée jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à conduire le prolétariat à renverser le pouvoir de la bourgeoisie. La question d'une direction communiste révolutionnaire reste posée aux États-Unis, comme ici en France. Nous faisons cependant confiance à la classe ouvrière, là-bas comme ici, pour le faire surgir, avec la participation de ceux des jeunes intellectuels qui rejettent cette société d'exploitation et d'injustice et qui ont le courage et la capacité de rejoindre le combat de la classe ouvrière. Le règne de la bourgeoisie américaine n'est pas éternel. Si forte soit-elle aujourd'hui, sa domination repose sur l'exploitation d'une classe ouvrière tellement plus nombreuse que le jour où le prolétariat américain se lancera à nouveau dans les luttes révolutionnaires, il n'ébranlera pas seulement l'Amérique, mais à coup sûr, il ébranlera le monde.